qu'on va retrouver par exemple dans le Château dans le ciel, avec des machines qui sont soit, en tout cas qui jouent vraiment sur cet interstice entre le monde animal et la technologie. Donc on voit qu'en fonction de la position de chacune de ces machines, elle tire plus ou moins vers un modèle animal, et puis le vol qui est aussi une espèce de lien entre le monde humain et le monde animal. On a tous ces éléments, on va dire, un peu plus relevant de la structure narrative du film, cette façon dont Miyazaki agence les éléments de ce film ensemble, des personnages, sa façon de traiter les personnages antagonistes en les faisant comme ça évoluer au fil du film. Enfin, on a vraiment en effet une sorte de panel d'éléments qu'on pourrait prélever et rapporter à toutes les œuvres. D'ailleurs, peut-être que ça vous a fait ça, hein, c'est dur de ne pas voir le film sans se dire « Ah, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça ». Tu parlais des forces antagonistes, mais c'est vrai qu'il n'y a jamais vraiment de méchants chez Miyazaki. Enfin, ceux qui sont méchants, souvent, c'est plus qu'ils sont un peu ignorants ou ils ne voient pas les choses de la bonne manière, on va dire, mais ils ne sont jamais méchants pour être méchants, en quelque sorte. Oui, c'est, je pense, une des choses qui a frappé le public français quand on a découvert ces films. C'était tellement éloigné des figures de méchants qu'on avait l'habitude de voir dans les films d'animation. Et Miyazaki s'en expliquait lui-même en disant que ce qui l'intéressait, c'était non pas de mettre en avant des personnages comme ça qui seraient intrinsèquement malveillants, mais justement de travailler leur motivation. Enfin, c'est des personnages qui ont toujours des histoires, des façons de voir le monde, et c'est plutôt ça qui s'oppose. On parlait tout à l'heure du lien de Nausicaa avec Princesse Mononoke, et on voit bien à travers la figure de la princesse Tolmec, ce qu'on va retrouver dans Dame Eboshi, c'est-à-dire cette figure d'opposante, mais qui est extrêmement complexe, qui est animée de désirs très contradictoires, à la fois d'un besoin de domination et en même temps d'une espèce de capacité à se remettre en cause, qui est assez étonnante pour un personnage qui serait simplement le méchant de l'histoire dans un récit classique. Tout à fait. Est-ce que, puisque notre thématique de l'année c'est la nature et le vivant, est-ce que peut-être on peut dire aussi quelques mots de la manière dont la nature est personnifiée dans ce film et de manière peut-être plus générale chez Miyazaki? Je trouve ça intéressant la façon dont le film s'ouvre sur cette découverte de la forêt, qui est finalement un environnement qui n'est pas celui où vivent les personnages, qui est cette espèce d'environnement interdit, et pourtant tout le début du film nous fait parcourir cet espace, et je trouve que tout ce moment d'introduction, il est intéressant dans la façon dont il relie Nausicaa et cet espace naturel qui est dangereux, mais qui en même temps est une sorte d'objet d'étude, d'analyse pour elle, puisqu'elle est associée à cette idée justement plutôt positive d'une vision presque scientifique du monde naturel, alors que le reste des personnages ont plutôt un regard, en tout cas les antagonistes, un regard très, même d'ailleurs certains villageois, très utilitariste sur la nature. Qu'est-ce qu'on peut en tirer, qu'est-ce qu'on peut en faire pour la prendre à notre profit. Donc je pense que Nausicaa, elle porte déjà un petit peu ce regard qui est en partie celui du cinéaste, de vouloir observer, donner à voir la nature et pas l'utiliser. Et on commence à voir évidemment ressortir un certain nombre de grands thèmes. Alors Miyazaki a parlé un petit peu des événements qui l'avaient préoccupé et qui l'ont amené à mettre ces questions environnementales au cœur de ses films. Et par exemple dans Nausicaa, on sent très bien toute cette question autour de la pollution, qui est une question très très forte dans le Japon d'après-guerre. Alors je ne sais pas si on le sait beaucoup depuis l'Europe, mais voilà, des événements comme la pollution de la baie de Minamata, qui sont des grands scandales sanitaires des années 50-60 au Japon, qui sont très marquants à ce moment-là pour la population, parce qu'on se rend compte des décennies plus tard que la population a été empoisonnée au mercure pendant des années par les industriels. Donc voilà, je pense que c'est aussi pas juste la nature comme une sorte d'objet un peu sacré à magnifier, mais vraiment aussi dans sa place dans le monde humain. Et c'est vraiment l'environnement finalement, beaucoup plus que la nature. Les éléments naturels tels qu'on interagit avec eux, tels qu'on on les abîme, tels qu'on essaye de construire et de déconstruire nos rapports avec eux,
intéresse Miyazaki. Oui, on voit en fait que c'est un tout, et en fait c'est un thème qui est aussi assez fréquent dans son cinéma, mais comme le dit la grand-mère, en fait c'est la terre qui est en colère, enfin il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est que c'est tout un cycle, tout un système qui est en déséquilibre en fait. Oui, alors moi ça faisait longtemps que je n'avais pas revu Nausicaa en entier, et j'étais frappée des parallèles avec Pogno sur la falaise, qui est pourtant pas, d'un point de vue immédiat, le film auquel on l'associerait. Et pourtant, en effet, cette idée d'une... Bon, il y a évidemment la figure un peu médiatrice de Pogno et Nausicaa qui ont un peu un statut similaire. Mais bon, en fait, des personnages comme ça, il y en a dans tous les films de Miyazaki. Mais oui, cette idée d'animer la nature pour donner, en effet, une espèce de voix à sa place dans ces interactions, on la retrouve justement dans ces scènes de tsunami dans Pogno, et ici on a en effet une vision qui est évidemment ancrée dans le fantastique, enfin dans la science-fiction, et qui donne des images bien différentes, mais tout à fait, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée pour commencer à voir comment les personnages se répartissent aussi vis-à-vis de cet espace que Miyazaki nous donne à voir, avec ses différents lieux, ses différents types de végétation. Oui, il y a l'idée de cette forêt qu'on pense maléfique, enfin vraiment dangereuse, et qui en fait voilà, elle aussi elle fait partie du cycle, et elle est là pour réparer entre guillemets les erreurs des humains. Je me tourne vers vous, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, parce que voilà, c'est aussi l'idée. Donc voilà, il y a une question formidable. Ouais. Dans le film de Miyazaki, il y a toujours un côté dans la représentation, dans les décors et tout ça. Il y a un côté très européen. Et comment tout ça vient Je ne sais pas si vous pouvez répondre, mais... C'est une vaste question. Alors comment faire pour ne pas y passer une heure? On va dire que je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont en jeu. Il y a un certain nombre en tout cas, il y a des points qui pourraient relever de questions de code de représentation. Et ça, c'est pas propre à Miyazaki, ça vient vraiment de l'histoire du manga, de l'histoire de l'animation japonaise après la guerre, qui se fabrique à la fois en regard avec un certain nombre de productions étrangères, dont américaines, et des choses comme l'œuvre de Tezuka portent la trace de ça, une espèce d'aller-retour permanent d'influence et de tentative de réappropriation de ce type d'éléments. C'est très bien décrit par quelqu'un comme Eiji Otsuka, qui est un spécialiste du manga, qui a vraiment travaillé sur cette idée de remettre un petit peu au cœur du débat la question de l'influence du cartoon, de Disney, parce qu'on a tendance à toujours vouloir présenter l'animation japonaise et le manga comme purement japonais, alors qu'ils sont évidemment, comme toutes les autres productions médiatiques, complètement interpénétrées d'influence. Donc il y a tout un tas d'éléments qui, de ce point de vue-là, voyagent, circulent entre les productions. Après, il y a aussi chez Miyazaki, en tout cas dans la première partie de sa carrière, une façon d'utiliser... Alors, c'est difficile de le nommer parce que c'est pas l'Europe, c'est une espèce d'univers relativement fantasmé, idéalisé, mais dans lequel on va venir projeter un certain nombre de questions et de mythes, de rapport à l'histoire, qui permettent de déplacer un petit peu un contexte qui, je pense, voilà, c'est plutôt une hypothèse personnelle, et pour Miyazaki compliqué à utiliser. J'explicite un peu ce point. Vous savez probablement, Miyazaki est né au tout début des années 30, donc il était tout petit à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il a beaucoup dit qu'il était très frappé par le fait que beaucoup de membres de sa famille avaient profité de la guerre parce qu'ils fabriquaient ils avaient une usine, et voilà, c'était pour eux finalement assez intéressant ce qui se passait à ce moment-là, parce que ça les a enrichis, et que lui-même s'est construit dans cette espèce d'ambivalence très étrange entre un rejet total des conflits armés et une espèce de fascination pour les avions, pour les voitures, les tanks, les armes, etc. Et donc voilà, il y a une espèce de conflit comme ça un peu intérieur
qui s'est joué chez lui et probablement déplacer les questions que tout ça pose en parlant d'un village qui se fait envahir et qui se fait occuper, en parlant de rapports de domination entre les peuples. Moi, c'est un petit peu plus facile quand on le renvoie hors de son espace diégétique, quand votre histoire, c'est plutôt celle d'un pays qui a été celui qui a envahi, qui a été celui qui est allé occuper les territoires qui l'entouraient. Et voilà, je pense que c'est aussi une façon de proposer une lecture historique qui se dégage un petit peu de ce contexte qui n'est pas forcément facile à appréhender et qui préoccupe beaucoup les cinéastes de cette époque. Évidemment, Isao Takahata a fait le tombeau des Lucioles, mais les gens comme Mamoru Oshii aussi ont essayé de penser ces questions-là. Donc voilà, je pense qu'il se joue quelque chose aussi dans cette façon d'utiliser la science-fiction ou de déplacer les récits ailleurs, qui permet de parler de sujets qui sont compliqués dans le contexte japonais. Il y a beaucoup de références effectivement au film de samouraï. J'en avais oublié un certain nombre parce qu'il y en a aussi qui sont sur une tonalité assez burlesque, qui joue un peu sur ces deux tableaux, hein, à la fois du personnage un peu mythifié et puis aussi de tout ce qu'il a pu engendrer de parodies ou de versions un peu plus comiques. Alors c'est un peu tarte à la crème de rapprocher Miyazaki et Kurosawa, mais on sent aussi cette volonté d'inviter un petit peu ce type de cinéma, en effet faire référence à des scènes un peu archétypales des films historiques, dans la façon dont ils dépeignent les grands conflits, en effet, entre les familles, des moments de guerre entre les clans, etc. En effet, je pense que c'est quelque chose qui est assez présent dans le film à ce moment-là. D'ailleurs, le projet que Miyazaki voulait faire juste avant Nausicaa, qui s'appelle quelque chose comme, enfin qui s'appelait, qui n'a pas eu lieu, le château diabolique, enfin c'était vraiment un film qui clairement retranscrivait cette influence de Kurosawa. Donc oui, ça c'est vraiment quelque chose qui est, je pense, présent à son esprit à ce moment-là. Oui, moi je voulais juste, si je peux me permettre, ce n'est pas Le Roi et l'Oiseau qui a beaucoup inspiré Miyazaki, c'est La Bergère et le Ramoneur, puisque lui c'est cette version-là qu'il avait vue. Historiquement, oui. Bien sûr. Et voilà. C'était important de le souligner. Est-ce que quelqu'un a une autre question ou une remarque? C'est quoi la différence entre les deux versions Alors, oh là là, moi. Alors, je ne suis pas une spécialiste, Marie, est-ce que tu es une spécialiste de la question? Sinon, je peux répondre en quelques mots, mais je ne suis pas du tout... Oui, en fait, vraiment pour aller très très vite, le film original qui a été fait donc, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est La Bergère et le Ramoneur. Donc le film est fait par Grimaud et Prévert, et le film n'est jamais terminé par Grimaud et Prévert, puisque, pour aller très vite, c'est un film qui a coûté beaucoup d'argent, et Grimaud n'était pas super motivé en fait pour travailler. Il faisait beaucoup refaire de choses, etc. Enfin, c'était très très long. Et donc le film a été terminé par son producteur de l'époque. Et le film a été montré, il a été présenté notamment au Festival de Venise. Et ensuite il a été interdit puisqu'il y a eu un procès qui a été assez long et assez compliqué. Et Grimaud a fait interdire le film. Et le film, aujourd'hui, si vous voulez le voir, il faut demander l'autorisation à la famille donc, de Grimaud. Il y a des copies qui circulent, puisque le film était sorti à l'étranger, il y a des copies qui circulent en langue anglaise. Mais pour le voir, voilà. Et dans les années 80, au tout début des années 80, il me semble, oui, je parle sous ton contrôle, Grimaud a refait en fait une version en reprenant des éléments de La Bergère et le Ramoneur et a fait ce film que l'on connaît qui est Le Roi et l'Oiseau. Voilà, mais qui n'est pas tout à fait pareil et qui, pour les personnes qui ont vu les deux, il semblerait que La Bergère et le Ramoneur était beaucoup plus intéressante. Mais moi, j'ai pas vu les deux, donc je peux pas parler. La fin est différente puisque André Serlu a terminé le film, il n'a pas suivi l'idée de Grimaud et donc la fin, enfin, je ne l'ai plus exactement en tête, mais elle déplaisait en tout cas beaucoup à Grimaud. Et c'est pas la fin qu'on connaît aujourd'hui avec le robot qui est sur les ruines du château. Voilà, après cette petite parenthèse, on en revient, oui. Personnellement, les films de Miyazaki, pour reprendre la thématique écologique, par rapport à certains films qu'on a pu faire sur le thème en Occident et notamment en Amérique, je les trouve pas tout
déstabilisateur. Genre, je trouve pas qu'on pointe la faute vers une personne en particulier. Je trouve pas qu'on dit au spectateur ah, sentez-vous mal. Je trouve qu'on ça pointe du doigt un truc qui est que parfois les gens ils n'ont pas les priorités au bon endroit. C'est là les gens ils ont la priorité de se faire la guerre au lieu de régler leurs problèmes plus immédiats qui sont les ressources. Mais que ça c'est juste dire c'est juste éveiller la conscience vers quelque chose et pas forcément pointer du doigt un fautif en fait. Et je sais pas si d'autres personnes dans la salle le ressentent comme ça. Ouais, non, je suis d'accord. Mais je trouve qu'il y a un côté, enfin là où je le reproche beaucoup de Princesse Mononoke, c'est au niveau des enjeux de chacun. Enfin, je prends l'exemple par exemple des Pégites. Eux, ils veulent pas détruire la forêt tant pour détruire la forêt, mais parce que c'est leur seul moyen de survivre face aux mecs qui leur font la guerre. Donc en fait, toujours ce rapport, ouais, comme tu disais, des priorités, où en fait chacun essaye de penser à sa propre survie avant de. Enfin, et du coup, une pensée à court terme en fait. Oui, il me semble que c'est ce que vous notez va dans le sens de quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de ces films, qui est cette interprétation finalement extrêmement sociale, voire politique finalement de la question de l'écologie, qui serait en effet pas portée. Alors bon, je parlais tout à l'heure des figures comme ça un peu messianiques, ça va un petit peu à l'encontre de cette idée. Il y a cette tension un peu entre cette idée que voilà, il faut quand même être sauvé par des personnages qui ont des cœurs très purs ou des sortes comme ça de vision extrêmement lucide sur le monde comme Nausicaa ou Ashitaka, mais en même temps les films eux-mêmes portent en effet des lectures qui sont plutôt centrées sur les communautés et sur leur façon d'utiliser leurs ressources comme vous le citiez, et ça c'est quelque chose qui est lié aussi, je pense, à la façon dont Miyazaki construit ses films à partir de il est extrêmement il s'intéresse beaucoup à des lectures alors qui sont d'ailleurs pas tant lui-même se revendique pas nécessairement écologiste, il rapproche plutôt ses films de pensées autour de textes de naturalistes, de gens qui vraiment étudient la nature, étudient la façon dont les hommes ont utilisé les ressources naturelles. Il est passionné par un naturaliste japonais qui a étudié la façon dont le pays s'est construit autour de l'utilisation de la ressource qu'est la forêt, qui est très 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 présente au Japon. Donc oui, il y a vraiment cette lecture presque un peu scientifique du sujet qui détonne dans un contexte où on est plutôt en effet dans une lecture très individuelle des gestes que chacun pourrait faire, bien ou en mal. Je sais pas si c'est vrai, j'ai entendu dire qu'il avait une profonde antipathie pour les représentations comme Bambi, où la nature elle est un peu cet objet parfait, hyper anthropomorphisé, en mode regardez, si on enlève l'humain de l'équation c'est parfait, alors qu'en fait les animaux ils sont un peu violents, un peu dangereux, et que en fait c'est surtout qu'on fait partie d'un écosystème et qu'elle pourrait très bien s'en sortir sans nous, mais nous on ne peut pas s'en sortir sans elle en fait. Oui, je crois qu'il y a une vision assez lucide encore une fois, c'est l'environnement, c'est pas la nature au sens d'un espèce de monde parfait qui serait sauvé si les activités humaines disparaissaient. D'ailleurs, Princesse Mononoke, c'est un film très intéressant là-dessus, parce que le résultat n'est pas de proposer un monde duquel les hommes auraient été retirés. Et c'est probablement des questions qu'il a partagées avec Takahata dans Souvenir goutte à goutte. Il y a une séquence que je trouve assez passionnante. Alors, je ne sais pas si vous voyez un peu ce film, c'est une citadine qui passe ses vacances dans une ferme parce que voilà, elle n'a pas de famille, qui vit à la campagne comme beaucoup de Japonais, donc elle a une espèce de nostalgie comme ça de pouvoir passer du temps à la campagne, donc elle va travailler dans une ferme pendant ses vacances, et au milieu du film elle a une discussion avec le jeune homme qui travaille dans la ferme où elle est. Elle s'émerveille devant le paysage, la nature c'est tellement beau, et lui dit mais c'est pas la nature, ça c'est la campagne. La campagne c'est une construction des hommes, c'est nous qui avons tracé cette rivière, c'est nous qui avons décidé que cette montagne elle aurait cette forme là. Et donc oui, je crois qu'il y a vraiment
une réflexion sur cette interaction comme étant une interdépendance totale, et que c'est pas enlever un élément de l'équation qui réglerait le problème. Et alors du coup, on a beaucoup tendance à dire que Miyazaki est vraiment écologiste. Est-ce que c'est vraiment le cas, ou est-ce que c'est aussi une lecture qu'on fait nous en voyant ces films, notamment en tant que critique ou en tant qu'analyste, où on a besoin un peu de mettre des mots sur les choses? Lui s'en défend. Donc c'est peut-être une bonne raison déjà pour se dire que peut-être il faudrait le questionner. Je trouve ça toujours assez compliqué cette question, parce que finalement on pourrait se dire que voilà, est-ce que ça veut dire qu'il faut voir aussi ce qu'il fait en tant que personne pour la défense de l'environnement. Et il se trouve qu'il fait des choses pour la défense de l'environnement, donc ça pourrait être une façon de mettre un poids de l'autre côté de la balance en se disant bah si, en fait c'est quelqu'un qui est engagé, il manifeste. Il y a tout un tas de documentaires où on le voit nettoyer la rivière à côté du Gli, qui donne du temps et de l'énergie pour ça. Et en même temps, c'est aussi une écologie qui est assez différente de celle telle qu'on peut la concevoir en Europe, en termes d'histoire, du mouvement politique. Enfin, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui joue un peu dans une sorte de confusion de ce que ça pourrait vouloir dire pour un homme japonais de son âge de se considérer comme écologiste, et de ce que ça peut vouloir dire une fois qu'on déplace les films jusqu'en France aujourd'hui. Ça crée tout un tas de décalages qui font que voilà, probablement qu'on perd plein de choses en route, et que ça ne veut plus du tout dire la même chose qu'en 84 quand le film a été fait. Après, ça reste une question très intéressante à poser au film. Je crois que ça ne veut pas du tout dire que la question n'est pas légitime, c'est juste que l'étiquette est peut-être pas assez riche pour le décrire. J'ai un peu le même problème avec l'étiquette de Miyazaki féministe. C'était ma question suivante. Bah oui, parce que bon, déjà il a demandé à sa femme de revenir à la maison pour s'occuper des enfants. Pas très féministe. Et puis voilà, enfin là aussi on se retrouve dans une espèce de confusion entre la position de l'auteur, la position des personnages, ce qu'on associe de façon décalée aux personnages. Enfin, Nausicaa, dans l'animation des japonaise des années 80, c'est un personnage extrêmement classique, presque stéréotypique, de la jeune fille guerrière. Elle fait vraiment partie de dizaines et dizaines d'héroïnes qui ressemblent à ça. Et en même temps, elle est aussi reçue comme un personnage tellement particulier, qui serait un des premiers personnages féminins présentés de cette façon. Donc il y a toujours ce décalage un peu insoluble entre les discours, la position des films au moment où ils sont faits, leur lecture quand on les reprend plusieurs décennies plus tard. Donc c'est ouvert, je ne vais pas décréter que c'est pas possible d'utiliser ces termes-là, mais il me semble que oui, les questionner, c'est plus intéressant que de se dire que c'est évident que c'est ça. Par contre, c'est vrai qu'il met souvent des personnages féminins au centre de ses films, ce qui interroge aussi par rapport à ça. Même si là, Nausicaa, elle est quand même habillée d'une manière effectivement assez stéréotypée. Oui, alors c'est drôle parce qu'il y a plein d'histoires qui circulent, qui ont été d'ailleurs pour certaines colportées par Miyazaki lui-même sur son rapport à ces personnages féminins, dont une qui est intéressante pour nous, qui veut que, donc, tu as évoqué enfin en tout cas tu as dit que c'était son deuxième film qu'il a fait, Le Château de Cagliostro, juste avant Nausicaa, donc un film qui est tiré de la franchise Lupin, sur laquelle il avait un petit peu travaillé. Et dans ce film, il y a un personnage féminin, enfin il y a deux personnages féminins un peu centraux, mais il y en a un en particulier qui est une jeune mariée, qui a suscité beaucoup d'intérêt auprès du public japonais au moment de la sortie du film, voire une sorte de fascination un peu fétichiste qui a apparemment, d'après les écrits de Miyazaki, qui l'a beaucoup dérangé, qu'il a trouvé complètement déplacé, et donc il aurait créé Nausicaa une espèce de réponse à ce personnage qui était très doux, très naïf, très mélancolique, et voilà, il se serait dit je vais aller de l'autre côté du curseur et faire un personnage qui renverse un petit peu ses idées. Et pourtant voilà, on est aussi quand même, comme tu le disais à l'instant, dans une forme de stéréotype, dans une association aussi entre cette dimension guerrière et puis tout le côté mignon
du petit animal qui l'accompagne. Donc oui, et il travaille en fait autour de ce stéréotype. Je trouve que la scène où Nausicaa attaque les gardes après l'assassinat de son père est très intéressante pour ça, parce qu'on voit comment il essaye de travailler autour de ce motif, de ce personnage qui est à la fois défini par une sorte de bonté comme ça un peu intrinsèque qui viendrait tout résoudre, et qui en même temps a cet accès de violence qui est extrêmement impressionnant et qui visiblement a un effet sur elle aussi, une sorte de révélation très brutale sur ce qu'elle est capable de faire. Et c'est Suzanne Napier qui a travaillé là-dessus en disant c'est un peu comme si Miyazaki prenait le stéréotype de la shoujo, donc cette jeune fille très douce, très jolie, et qu'il essayait de distordre dans tous les sens pour voir ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne quand la shoujo devient une froide assassine. Donc il y a tous ces éléments-là qui s'entrechoquent dans le personnage de Nausicaa et qui font que, enfin en tout cas moi je serais bien en peine de dire si elle est ceci ou cela. Enfin, il me semble qu'elle est beaucoup de choses à la fois. Mais ça donne l'impression que ça va avec sa manière de dire que les choses sont jamais ni noires ni blanches en fait. Son personnage n'est ni doux ni complètement guerrier. Enfin, c'est une manière d'apporter de la complexité sans doute à tous ces personnages. Oui, ce qu'on retrouve dans le personnage du héros qui est un peu, enfin qu'on va retrouver un petit peu après dans le château dans le ciel, et qui est à la fois, encore une fois, cet archétype du jeune garçon plein de fougue, etc., et qui en même temps se retrouve à devoir être sauvé. Enfin, voilà, on voit effectivement comment il joue à renverser un certain nombre de codes, les utiliser quand ça l'arrange, et puis les mettre de côté quand c'est intéressant pour le récit de l'auteur. Est-ce qu'il y a des questions sur... Oui. Est-ce qu'il y a... Enfin, du coup, le film est tiré de manga qu'il a écrit lui-même. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre les deux? Alors, j'ai pas lu le manga dans son entier. C'est une adaptation d'une partie de l'histoire, donc c'est très restreint par rapport au récit. Il a été sérialisé pendant plusieurs années, le manga Nausicaa, donc l'histoire est très 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 développée avec beaucoup de sous-intrigues. Et donc c'est une petite partie qui correspond, je crois, à un tiers de l'histoire dans sa totalité, puisqu'après elle continue à chercher l'origine de la mère de la décomposition. Donc elle quitte le village et elle part rencontrer d'autres personnages, chercher des réponses à ces questions, etc. Donc le récit en lui-même n'est pas divergent dans le film, mais c'est une portion de la totalité de l'histoire. Est-ce que du coup le manga c'était pas sa première histoire en tant qu'auteur, ou est-ce qu'il avait fait d'autres choses avant Alors oui, c'est un manga qui est un peu particulier, hein, parce que je vous parlais tout à l'heure de ce film qu'il avait en projet, Le Château Diabolique, et qui s'est pas fait. Il se trouve que ce film en tout cas c'est comme ça que Miyazaki et Suzuki l'ont raconté. Donc Suzuki, c'est ce personnage que j'évoquais rapidement tout à l'heure, qui arrive par le biais de la revue Animage dans la vie de Takahata Miyazaki, et qui va les mettre en contact avec Tokuma Shoten, qui va financer la création de Ghibli. Et donc c'est Suzuki qui pousse Miyazaki à écrire ce film, qui est sa première histoire originale pour le cinéma. Et les financeurs ne suivent pas. Ils disent non, mais c'est trop risqué, il nous faut une adaptation. Ce qui marche, c'est adapter des mangas au cinéma. Et donc c'est une espèce de réponse un peu ironique. Ah bah vous voulez que je fasse une adaptation, bah d'accord, je vais écrire le manga, puis après je vais vous vendre l'adaptation du manga et vous aurez ce que vous voulez. Donc voilà, il y a une espèce de pied de nez à la situation dans laquelle il se trouvait. Il avait déjà écrit des mangas plus courts que Nausicaa et publiés de façon plus moins suivie. Mais c'est clairement le premier film pour lequel il est vraiment le créateur original de l'univers, de toute l'histoire, puisque pour le château Cagliostro, il a largement participé, mais bien sûr les personnages et l'univers étaient déjà créés. Et c'est un grand pari, hein, d'ailleurs, parce que c'est de fait assez rare à ce moment-là de pouvoir monter ce genre de projet au Japon, où en effet, plutôt les adaptations qui dominent.
c'est le tout début de la reprise des longs métrages aussi pour le cinéma dans l'animation japonaise à ce moment-là. Ils sont devenus assez rares dans le courant des années 70 et ils commencent juste à retrouver un petit peu leur place à la fin des années 70, au début des années 80. Donc on a tendance à lire l'histoire de Ghibli comme une histoire extrêmement réussie, pleine de succès flamboyants, mais quand on lit les textes qui racontent un petit peu les débuts, c'était extrêmement risqué. Suzuki, qui était un peu celui qui s'occupait de la question financière dans tout ça, explique bien que il pensait que ça allait échouer à chaque film, enfin, que vraiment il fallait que chaque film fonctionne pour que le studio continue à survivre. D'ailleurs, est-ce que Nausicaa a eu du succès au Japon au départ? Alors c'est un succès d'estime important, la réception critique est bonne, le film est largement commenté, il fait un petit peu moins de 800 000 entrées, c'est pas voilà, un succès fulgurant quand on sait les cartons absolus que seront ensuite les films de Ghibli, mais c'est vraiment tout à fait honorable et c'est ce bon résultat qui rassure Tokuma Shoten et qui permettent ensuite de lancer la production du Château dans le ciel. Donc c'est quand même un point important dans la suite de l'histoire du studio et de la carrière de Miyazaki. Ça aurait probablement été plus compliqué pour lui si le film n'avait pas été reçu de façon aussi positive. Même si voilà, enfin, le premier grand succès de Ghibli, c'est Kiki la petite sorcière, donc c'est quand même plusieurs années plus tard, mais c'est des films qui sont plutôt bien reçus au Japon. Et est-ce qu'à cette époque-là, je sais, je pose beaucoup de questions, je suis désolée. Est-ce qu'à cette époque-là, les Japonais consomment de l'animation beaucoup à la télé, ou est-ce que c'est encore quelque chose de pas trop répandu? Parce que je vois pas vraiment à quel moment c'est devenu ce que c'est aujourd'hui pour l'animation japonaise. C'est une très très vaste question également. Oui, alors il y a les premières séries télévisées fabriquées au Japon, c'est le début des années 60. Le public japonais a déjà vu de l'animation au cinéma par le biais de quelques productions japonaises et à la télévision parce qu'il y a des cartoons qui sont diffusés à la télévision japonaise. Et enfin, ça commence à prendre de l'ampleur dans les années 60. Au début, il y a quelques dizaines de séries. Et puis, à la fin de la décennie, on est à quasiment 200 séries produites au Japon. Donc, ça devient vraiment quelque chose de très, très important. Et les années 70, c'est vraiment l'âge d'or de la série télévisée. Enfin, en tout cas, c'est vraiment un moment où c'est quelque chose qui prend énormément de place, à la fois dans la production, dans la diffusion. C'est le début de la constitution des grandes communautés de fans telles qu'on les connaît aujourd'hui. Donc voilà, c'est déjà très présent, très construit au moment où Miyazaki fait Nausicaa. Donc encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt un pari assez risqué de revenir au long métrage parce que le modèle à ce moment-là, c'est quand même vraiment plutôt la série télévisée. C'est ça qui fonctionne. Et les quelques longs métrages qui sortent sont des adaptations de franchises qui existent déjà. Et sur Takahata est producteur de films, et est-ce qu'il a une implication artistique sur le film ou pas du tout, parce qu'avant ils ont collaboré ensemble sur de la série? Oui, alors la promesse que s'était faite Miyazaki et Takahata, c'était de produire chacun le film de l'autre, puisque le projet de départ c'était que chacun réalise un film à tour de rôle et que celui qui ne réalise pas soit le producteur du film de l'autre. Ce que décrit Miyazaki dans les entretiens, c'est une sorte de travail un peu de maïeutique, c'est-à-dire qu'il se sert de Takahata comme testeur de ses idées, il lui raconte le scénario, il retravaille, donc c'est plutôt un rôle de guide que vraiment quelqu'un qui va intervenir directement sur le film. Mais Takahata a une influence énorme sur Miyazaki, enfin, c'est très frappant quand on lit ses écrits de voir l'admiration qu'il avait pour lui, la façon dont il va changer des films, parfois remettre en question certaines idées juste parce que Takahata lui a fait une petite remarque comme ça en passant. Enfin, il y a vraiment une influence très très grande de Takahata sur Miyazaki, donc on peut tout à fait imaginer que
ses conseils, ses directions, enfin, la façon dont il a interagi à ce moment-là avec lui ont eu une importance sur le film, dans la façon dont il s'est construit. Et il y a quelque chose qui m'avait frappé dans ces différents récits, c'est la façon dont Miyazaki semble en permanence, comment dire, regarder ses propres idées comme futiles. C'est-à-dire que très souvent, quand il écrit sur les projets Takahata, on sent qu'il a une espèce d'admiration pour la profondeur historique, pour la façon dont Takahata inscrit ses films dans des sortes de grandes questions. Et il raconte, parce que vous savez peut-être que Le Tombeau des Lucioles et Mon voisin Totoro sont sortis en double sortie au Japon, et Miyazaki écrit dans certains textes à quel point il était désespéré par cette situation, parce qu'il avait l'impression que son film était tellement infantile et tellement ridicule à côté de celui de Takahata. Donc ouais, il y a vraiment cette espèce de regard, et c'est son aîné, vous savez que le Japon c'est important, n'est-ce pas? Donc voilà, il y a vraiment un rapport comme ça de passeur, voire de guide un peu que joue Takahata dans cette histoire. Et après ils se sont brouillés parce que Miyazaki devait être le producteur du premier film de Takahata, il l'a pas été parce que c'est lui qui a fait le film suivant à nouveau. Takahata est très lent dans la fabrication de ses films. Moi j'aurais juste une dernière question. En fait, c'est y a quand même une anecdote un peu marrante autour de Nausicaa. On ne peut pas partir sans avoir raconté que le film a quand même subi les pires outrages, puisqu'il a été remonté, découpé, enfin je sais pas trop, il a eu une sortie internationale. Voilà, je te laisse raconter la suite. Oui, parlons de Warriors of the Wind. C'est en effet un film qui a eu une histoire aussi intéressante pour nous en tant qu'on reçoit ce film dans la longue histoire de la diffusion des films Ghibli hors du Japon. Donc Nausicaa a été acheté pour le marché de la VHS aux États-Unis dans le courant des années 80 par un éditeur, je suis désolée, j'ai pas retenu son nom, mais qui était un éditeur vidéo qui était habitué à diffuser tout un tas de péplums, de films de SF divers et variés, qui a largement coupé le film. Il est assez long, qui trouvait que c'était 1h30, c'était suffisant. Donc il a coupé quasiment 1 heure de film. Tout le film a été évidemment doublé, mais aussi la musique a été réenregistrée, et quand on voit l'importance de la musique dans Nausicaa, on s'imagine que ça peut être source d'un grand changement. Et voilà, l'esprit du film a été réinterprété, donc je vous invite à googler Warriors of the Wind tout à l'heure en sortant, vous allez voir que l'affiche vaut son pesant de cacahuètes, avec vraiment une espèce de... Enfin, c'est vraiment complètement passé du côté de la série B, hein. Enfin, on est dans le cinéma d'exploitation à 2000%. Il y a une version française de cette version américaine qui s'appelle Princesse des Étoiles, qui est probablement assez collector aujourd'hui. Si vous tombez dessus, achetez-la et gardez-la, qui est un peu moins ridicule, enfin la jaquette est un peu moins ridicule que celle de la version américaine, mais l'anecdote n'est pas complètement, enfin voilà, elle est drôle, mais elle a aussi une histoire par la suite, puisque donc, Miyazaki et Takahata ont eu vent de cette version. Ils ont été extrêmement choqués que le film ait été découpé de cette manière, et ils ont décidé qu'ils ne vendraient plus les droits de leur film à l'international. Et donc les films ont été très peu présents à l'étranger, à part dans les festivals. En France, on découvre Miyazaki plutôt au moment où on commence à voir Porco Rosso, par exemple, à Angoulême, à Annecy, dans des cadres qui sont un peu restreints au petit monde de l'animation et de la bande dessinée. Finalement, c'est des questions financières qui vont inciter Ghibli à s'associer à Buena Vista International, donc société de distribution de Disney, pour faire la distribution des films hors du Japon, puisque c'est la Toho qui fait hors de l'Asie, pardon, c'est la Toho qui fait la distribution des films dans toute l'Asie. Et la légende veut que Princesse Mononoke, qui est le premier film qui a été distribué sous ce nouveau partenariat, les équipes de Disney aient commencé à dire « Ah oui, quand même, c'est un petit peu long », et que Suzuki ait envoyé, je pense que c'est totalement mythologique, mais c'est quand même amusant, que donc, Suzuki ou l'équipe de Ghibli aurait envoyé un sabre
aux équipes de Buena Vista en leur disant si vous coupez le film, on coupe le contrat. Et donc le film est resté tel quel, il n'a pas été coupé. Et c'était une des clauses à laquelle il y en a qui tenaient le plus, que les films ne soient pas remontés pour leur version internationale.